avant, il était prévu le dialogue entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame. Kagame s'est absenté. C'était à Luanda. Un autre jour, le président Tshisekedi accepte de rencontrer le M23 et le M23 s'absente. C'est le même lieu et ce sont les mêmes alliés. Moi, ça me mène à penser qu'il y a un roi faiseur de loi qui est derrière M23. Si Paul Kagame a refusé d'aller à Luanda, est-ce que vous pensez que M23 allait accepter d'y aller? C'est le commandant suprême de M23. Ce qu'il veut, c'est ce que le M23 veut. Ce qu'il fait, c'est ce que M23 fait. J'ai fait des navettes, Kinshasa, M23, demandez eux. Et je suis arrivé loin, jusqu'à ce qu'ils acceptent d'être cantonnés afin d'être identifiés. Est-ce que j'étais parti ou je faisais la médiation entre les deux? Le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi, parce que je disais quand même, ils sont des Congolais. S'ils acceptent d'emprunter le processus de paix, il faut les accepter parce que ce sont des Congolais. Et il a accepté. C'est pour cela que nous tous, nous sommes allés voir la zone où il serait cantonné. L'Angola était désigné pour sécuriser les M23 qui seraient cantonnés. Donc, moi, j'étais comme médiateur et j'avais réussi. Mais comme il y a un roi faiseur de loi qui est derrière, peut-être c'est lui qui les a incités à ne pas rebrousser chemin. On a fait des négociations, on a abouti même à des accords. Mais quand il s'agissait de mettre en œuvre des choses sur lesquelles nous nous sommes convenus, le Rwanda a refusé. Plutôt, il a préparé ces criminels-là qu'il entretient pour faire le terrorisme au Burundi. Alors, comme je voyais qu'il persévère dans son agression contre le Burundi, j'ai décidé de fermer les frontières. Je les ai fermées quand j'ai vu qu'il n'a pas la volonté de mettre en œuvre tout ce qu'on s'était convenu pour pouvoir surveiller bien notre frontière. Aujourd'hui, ce que je fais, toujours, j'ouvre mes bras pour la paix. Je propose la paix au Rwanda. Je demande aux personnes de bonne volonté de le conseiller de mettre en œuvre. Les Rwandais et les Burundais se connaissent. Moi-même, ce sont mes amis. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux avoir un cadre rwandais qui peut téléphoner à un cadre burundais. Kabarebe, je le connais. Nous étions des amis. Entre Kabarebe et moi, nous n'avons pas de frontières à partager. Nous n'avons pas une propriété foncière commune sur laquelle nous pouvons nous chamailler. Mais le problème, c'est la mauvaise politique du Rwanda. Sa politique, c'est la politique belliqueuse. Je vois que le Rwanda n'a pas de paix tant qu'il n'agresse personne. We have to inevitably remember where we are coming from. That is the history of genocide. But we also have to focus on our future of a united country, a prosperous country, a country that can live, allow its citizens to live normal lives, as we are beginning to see in Rwanda. In fact, if you are ignorant of what happened in our past and came to Rwanda, you would think such a thing never happened. But that is a journey we have to travel, and it's a long journey. But the
end point we are driving to is to make sure that there is stability, there is freedom of everyone, there is coexistence, there is, above all, social and economic development that, well, some other parts of the world have taken for granted. The last time I saw you when we were in Kigali, you said you woke up that morning and there was a coup in Gabon. And when you look at the coups that are happening, what do you feel is driving? I know each one of these is different in its own way, but what do you think the primary drivers of this political instability are? For me, it's very simple. And, well, it stems from the fact that the world doesn't learn lessons. As you see, people don't even learn lessons about what happened in our country. What is happening across the countries where coups have been taking place, people should be asking themselves, are these coups just happening, or they're happening for a reason? And that is something that maybe has been ignored in the past for many years and hasn't been addressed. And that is really, what do you do for the development of these societies in these countries? And people have come to take it for granted that Africa is poor and therefore it must remain as such, which is not true, because Africa is actually very rich, both in terms of natural resources, human capital, you can name it. I don't think there's any geographical space in this world that is so endowed with such things to build on as Africa. But in the end, it comes down to governance. How is Africa governed? How do countries govern themselves? And how, if they are doing that, are putting their people at the center of everything that is being done. So in the end, when you see a coup happening and ordinary people move onto the street and are happy, jubilating because of that, it tells you something. It's not just a coup that people should look at and say, well, this is the beginning, this is the end. There is that story behind. But there is another question that must be raised. All of these, for example, developed countries who are heavily present in every country on our continent, doing all kinds of things, teaching people democracy, human rights, freedoms. Then in the end, exploiting natural resources of the continent, making a lot of money, whether it is through companies or whatever is taking place. Sometimes countries, are playing their part directly in this exploitation of these natural resources that should have brought wealth to our countries. So one would ask, so why are you there for 50 years and you are doing all kinds of things, business, all kinds of transactions? For you, you get better for it, but the people of countries where you are doing it remain impoverished, if not even getting worse. So this is a question that... Is that to the French? Is that to the Belgians? Is that to the Americans? Is it the Chinese? All of them, absolutely. Why? Why would you be doing so things worth billions, tens of billions of dollars? Do you think there's a kind of neo-colonialism going on now in Africa? I think there is just total confusion. From the beginning, I think colonialism never ended, really. It just changed forms. But I can't also blame others just for it. I think we need to take responsibility ourselves as Africans. Why do we accept such things to happen? Why do we have almost everything and that works to benefit others more than we benefit from them? The
different ways of correcting that. Why don't we do that? So, I mean, sometimes you may complain or you may blame the exploiter, but even the exploited should be blamed. I mean, you've been saying that message for a long time. You were chair of the African Union, and you were talking about picking ourselves, meaning African nations, up by our bootstraps, not being dependent, best in promising practices. Yeah. But when you look at the African Union and you look at its inability to stop some of these coups and to kind of look at this broad challenge of the ongoing relationship with the West and China that's just complicated, why is the African Union not more effective? Well, the African Union is not more effective simply because the countries that make up this African Union, ourselves, we have a problem. African Union becomes a reflection of the country's problems as we see every day in each country. Are other new organizations like ECOWAS making the AU less relevant? Not really, because ECOWAS was supposed to be, is a regional economic entity. So it really doesn't make it irrelevant. It only maybe reflects the problems that go across the continent. Therefore, as we want to reform the African Union, we also need to be thinking of how do we reform these economic communities, because these constitute a smaller number of countries. You may say 7, 10, or doesn't matter the number, adding to 55. Right. It was a simpler way of saying if we reform the regional economic communities and their functioning, where then it makes it easier for the African Union, the central body that governs the continent, to do better. So we just had a G20 meeting in India, and Prime Minister Modi was very proud of bringing the African Union as a member, as a permanent member of the G20. Do you feel that anything changes for Africa? Are you happy about that move, or do you find it, surface noise? It's a big step. The fact that at least there is that acceptance that Africa can be a member of G20. But it doesn't end there. We have to see how Africa itself performs well for itself, but how it works well with the other members of G20. I think this is where the problem lies, and therefore there is a lot of work to do to make sure that we are there in the G20 to contribute, but also to benefit. Because Africa will always have something to offer if only it was conscious of that and figure out how best to offer what we have to in return for what we need from other people. Let me split this in two. I'm just sort of interested, and you and I have talked about this before, about how you see Western influence in Africa. But I also want to know about the Rwanda story. And you participated in the U.S.-Africa Leaders Summit. And America, the United States, other nations in Europe are trying to up their game. They're worried about China's influence. How do you see Western influence now, both in the continent and in your own country? Well, this is the question I think we have partly answered. There is going to be Western influence, or there's going to be some other influence. But it's going to be minus African influence. So meaning... So it's a zero sum. So this is what it looks like, sounds like, because other people have influence, Africa doesn't have influence. So that means Africa is just there to be influenced. And then, of course, the fights that go on over the continent, very obviously for what the continent has. I think my take on that is it should challenge us African leaders and Africans generally. We can't
permanently stay in this position of a victim. In the end, by the way, when those powers that have influence, whenever they want, they turn Africa into perpetrators. So on one hand, we're either victims or we are pointed to as perpetrators of different crimes, things like that. Now, to weave in the story of Rwanda, we have to say we are good students of history ourselves. We learn from what has happened to us or what we see happening around us. And given what has happened to us, and at the time we needed anybody's help, it didn't matter who that was. And the West having such a power to really bring to a halt to what was happening in Rwanda, and they didn't. In fact, not only did they not do that, they even doubled up on doing nothing. And also in the background, part of the cause of what happened in Rwanda comes from the West. If you look at the colonial history, and later on, even after when the country got independence, and the different, things that happened, irrespective of the presence of the Western influence or countries in Rwanda, tells us the story that, we've got to really do everything for ourselves and improve our lives and be there to, like any other country or people. And in fact, it is the same mirror image that we have in mind for even the whole continent. Why doesn't the continent say, no, we cannot be like this for this too long? And we need to have interaction with the rest of the world and create that equality that is necessary for any human dignity and society. So one of those colonial legacies of, as I understand it, Belgium and Germany and Rwanda was creating really distinctions inside your society between Hutus and Tutsis, creating, based on height, based on nose, based on socioeconomic class. And one of the ongoing challenges in the region, frankly, is ethnic hate, ethnic disdain in the region. And Congo and Uganda's leaders have said Paul Kagame and Rwanda are stirring up this ethnic hate and distinctions. What's your answer to that? And beyond that, what can neutralize and diffuse the kind of ethnic tension and exploitation of it by whomever is doing it? Well, first of all, let me make a correction here. Actually, it is not any president. It's not the president of Uganda or the president of Congo that has accused Paul Kagame or Rwanda for doing anything. It actually has come from outside. It comes from the very powerful, the very educated, the very people who want to teach the rest of the world what to do and what not to do. They are the ones who are saying that, who have said that. It has not come from the region. But this is why I was saying we can't just blame others for our problems. Maybe that's that's the weakness we can point to. Why should we allow outsiders to plant these ideas of dividing us, and we just take them in and move along with it? We shouldn't be doing that, because if you look at the division in Rwanda or in Congo or the region and country, having issues with another, and then tribes across borders, having problems. It's something we can avoid. It's something we can address ourselves, irrespective of who is fueling it
for whatever reason, because I think I have come to think that maybe some of these powers don't actually want stability for Africa, because maybe when Africa becomes stable, then it develops to a level where they can no longer practice their influence, exercise that. The United Nations has a very unusual and complicated relationship with Rwanda. At a point of great peril, the United Nations withdrew its forces from Rwanda. That's part of the genocide story. But Rwandans are also a very big presence in UN peacekeeping operations and presence around the world, and particularly in Africa. But you've been in Haiti and other places. Is this going well? Do you think the UN peacekeeping operations in the United Nations institution is doing a good job? The United Nations is this body that operates along the lines set by the powerful countries that created it. And then all of us got involved, like being members, but have less voice than some others, and that needs to be corrected. So I don't really want to say I'm blaming the UN, because it doesn't add up to anything. When you say you are blaming the UN, I don't know really what one is talking about, because the UN is just those powerful countries that operate within it and give it direction. So lessons learned from Rwanda is, and along which we try to operate by participating in the UN peace support missions. We're trying to prove a point that actually some of these things, like happened in Rwanda, can be stopped, or can be prevented, or can be managed better, even with few resources. Because like the interventions we have made in different parts, we have made interventions in twofold. One under the UN, of course, we get involved in peace support operations, but we have also been involved in bilateral missions where we agree with the countries who have... So you're an optimist. This is a positive message. It is a positive, but up to a point, if people are able to learn lessons. And finally, you have a tradition now and culture with strong women in leadership, and that's part of the Rwanda story. Why do you think that's not as much the story across other African nations, and what might be done to change that? Well, it is the story across the continent. Many other countries, even before we started doing what we are doing, we are talking about the same thing of how to elevate women in of these societies to participate, to be, like any other citizens of our countries. There was that story, but always the difference is made by, do you follow through? Do you implement? Do you execute these plans and intentions and claims you make about what you want to do for your people? This is the biggest difference. Women constitute 52% of, close to that, 51 point something, of our population. How do you disregard 51% or 52% of your population and just say you will go? C'est un nouveau coup dur pour les miliciens hutus rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, qui sont actifs depuis plus de 20 ans dans l'est de la RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise a annoncé qu'une unité spéciale avait, je cite, localisé et neutralisé de manière définitive le chef militaire des FDLR, Sylvestre Mudakumura. Il est mort dans la nuit de mardi à mercredi avec plusieurs de ses hommes dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une grande victoire selon le porte-parole de l'armée congolaise, Sylvestre Mudakumura, qui se cachait dans le parc national des Virunga,
été notamment poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. À noter que le gouvernement congolais a souvent été accusé de protéger Sylvestre Mudakumura, mais Kinshasa avait récemment rassuré Kigali en rapatriant de force des miliciens FDLR, et le porte-parole de l'armée congolaise espère aujourd'hui qu'avec la mort de Sylvestre Mudakumura, les derniers miliciens toujours en brousse accepteront de rentrer au Rwanda. Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et c'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un nouvel épisode où on va aujourd'hui parler de ce qui se joue entre la Belgique et le Rwanda. Vous avez entendu que les relations diplomatiques sont rompues entre Kigali et Bruxelles. En cause, ce qui se joue à l'est du Congo et le Rwanda, qui accuse d'ailleurs la Belgique d'avoir pris parti pour le Congo, en mobilisant aussi des mots qui font mal, en parlant d'attitude néocoloniale de la Belgique. Alors, qu'est-ce qui se joue là? Comment décrypter cette situation et cette rupture diplomatique? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de faire durant 27 minutes. La première, les clés. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui au gouvernement de Belgique sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Le communiqué des autorités rwandaises est tombé ce lundi 17 mars, à midi, accompagné de mots très durs. Cette décision a été prise après une réflexion approfondie sur plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. En ligne de mire, la situation dans l'est du Congo, avec la progression ces dernières semaines du mouvement rebelle M23. Une situation dans laquelle la Belgique n'a pas hésité à dénoncer clairement le rôle joué par le Rwanda, ce qui ne plaît pas du tout à Kigali. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée à l'égard du Rwanda dans le but de déstabiliser le pays et la région. Et le communiqué se conclut par ces mots. Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Conformément à la Convention de Vienne, le Rwanda assurera la protection des locaux, des biens et des archives de la mission diplomatique belge à Kigali. Quelques minutes avant que ne tombe ce communiqué, l'Union européenne s'était accordée sur une série de sanctions à l'égard de responsables du mouvement rebelle M23 et de militaires haut gradés de l'armée rwandaise. Et pour Maxime Prévost, le ministre belge des Affaires étrangères, les deux événements sont incontestablement liés. Aujourd'hui, et c'est probablement pas fruit du hasard si la décision tombe aujourd'hui, l'Union européenne a décidé de prendre des sanctions à l'égard du Rwanda pour veiller à ce qu'il rétropédale dans sa posture visant à perturber effectivement l'intégrité territoriale de la RDC avec le M23. Et donc il fallait un signal clair, nous l'avons assumé depuis de nombreuses semaines. Probablement que le message n'a pas plu et la raison pour laquelle le Rwanda prend cette décision aujourd'hui. Et face aux accusations de néocolonialisme exprimées dans le communiqué des autorités rwandaises, face aux accusations aussi formulées disant que la Belgique aurait choisi son camp, aurait choisi le Congo, Maxime Prévost précise. Nous n'avons qu'une seule boussole à l'est du continent européen comme à l'est du Congo, c'est de dénoncer tous les actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire d'États souverains. La RDC n'est pas exempte d'efforts à devoir réaliser en matière de bonne gouvernance, mais ça ne peut de toute manière pas servir de prétexte à un État voisin pour décider en sous-main d'aller porter atteinte à son intégrité et d'aller commettre des exactions problématiques sur le territoire d'autrui. Ce que la Belgique dénonce, on l'entend là, c'est le rôle joué par le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est du Congo
via en particulier son soutien direct et indirect au mouvement rebelle M23. Car même si le pouvoir rwandais s'en défend, de nombreuses sources attestent aujourd'hui de la présence de militaires rwandais aux côtés du M23 qui, ces dernières semaines, a pris le contrôle successivement des villes de Goma, puis de Bukavu et continue sa progression. Résultat de tout cela, aujourd'hui, la rupture semble totale entre Bruxelles et Kigali, et la Belgique d'ailleurs, en miroir de la décision des autorités rwandaises, a décidé également d'expulser le représentant rwandais à Bruxelles. Le chargé d'affaires a été convoqué aussi au sein du ministère des Affaires étrangères pour se voir signifier le même délai pour quitter le territoire belge. Et là où le Rwanda avait suspendu sa coopération au développement avec la Belgique, nous allons y mettre un terme. Je parle bien de la coopération au développement entre gouvernements, je ne vise pas les ONG. Ça représente grosso modo 27 millions d'euros de coopération qui sont ainsi stoppés. Voilà les mots fermes donc du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Et pour essayer de bien comprendre ce qui se joue là, notre spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs est avec nous, c'est Benoît Feit. Bonjour. Bonjour Arnaud. Merci, vous êtes journaliste ici à la rédaction de la RTBF. D'abord, un mot, on peut faire un lien direct entre cette décision de rupture des relations diplomatiques qui tombe lundi 17 mars à midi et ce qui avait été décidé juste avant au niveau européen, à savoir une série de sanctions à l'égard de leaders du M23, mais aussi de dignitaires rwandais, notamment des officiers de l'armée rwandaise. Oui, le lien est évident, mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'en fait, là, c'est le point culminant d'un long processus de relations qui se sont dégradées depuis plus ou moins 2 ans. En fait, il faut rappeler qu'il y a 2 ans, le Rwanda a proposé en Belgique un nouvel ambassadeur, Vincent Karega. La Belgique a refusé d'accréditer cet ambassadeur. Bon, pour des raisons qui n'ont jamais été officiellement annoncées, mais ce qu'on sait, c'est que ce personnage a un passé assez trouble, notamment lorsqu'il était ambassadeur en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on l'a soupçonné d'avoir, via l'ambassade, organisé des assassinats d'opposants rwandais, aussi des tentatives d'assassinat également. On sait que les ambassades du Rwanda à travers le monde ont toujours été un petit peu les officines des services secrets rwandais, mais le rôle de Vincent Karega en Afrique du Sud a été quand même assez trouble. Il a ensuite été nommé en République démocratique du Congo ambassadeur. Il a été expulsé de la République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur parce qu'il s'était prononcé sur la question du M23, on y reviendra. Bref, il a ensuite été proposé en Belgique et la Belgique a refusé de l'accréditer. Le Rwanda avait dit alors à l'époque qu'il ne proposerait pas d'autres ambassadeurs. Donc depuis 2 ans, il n'y avait plus d'ambassadeur du Rwanda ici en Belgique. L'été dernier, c'était au tour de la Belgique de devoir proposer un nouvel ambassadeur au Rwanda. La Belgique n'a jamais eu de réponse à sa proposition. Et il est évident, c'est d'ailleurs le ministre rwandais des Affaires étrangères que j'ai rencontré la semaine dernière, peu avant la décision de rompre les relations diplomatiques, me l'a dit. C'était une mesure, pas de rétorsion, mais une mesure d'équilibre, comme on fait en diplomatie. Donc voilà, cette décision de rompre les relations diplomatiques arrive aujourd'hui comme point culminant de longues années de dégradation des relations entre la Belgique et le Rwanda. Et c'est pour cela qu'on entend dans les mots de Maxime Prévost le fait que le chargé d'affaires va devoir quitter la Belgique. Ce n'est pas un ambassadeur, c'est un chargé d'affaires lié au fait que, c'est ce que vous venez de nous expliquer là, il n'y avait pas d'ambassadeur de Belgique au Rwanda, ni d'ambassadeur de Rwanda en Belgique ici ce qui était déjà ces dernières années, ce qui était déjà un signe. Alors, qu'est-ce qui se joue là et comment est-ce qu'on peut comprendre que ça se soit dégradé à ce point-là ces dernières années? C'est un lien en particulier avec ce qui se joue là en ce moment à l'est du Congo et ce M23 qui est en train de gagner de plus en plus de terrain au fil des semaines, au fil des mois. Oui, clairement, et d'ailleurs, c'est documenté, notamment par le groupe d'experts des Nations Unies. Le Rwanda soutient le M23 militairement, avec de la logistique, avec des services de télécommunication, mais aussi avec des hommes, avec des troupes. On parle de 4000 soldats rwandais qui se battent aux côtés du M23 ou au sein du M23. Donc c'est connu de tous. D'ailleurs, de nombreux pays, pas que la Belgique, ont imposé des sanctions au Rwanda. Et on peut citer la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, qui ont décidé de rompre leur coopération avec le Rwanda. Les États-Unis ont également
décidé des sanctions à l'égard de quelques militaires au gradé rwandais. Mais il faut dire que la Belgique allait peut-être un petit peu plus loin que tout le monde parce qu'elle exerçait véritablement une forme de lobbying au sein de l'Union européenne pour pousser l'Union européenne à se prononcer, à prendre ces sanctions, ce qui vient d'ailleurs d'être fait récemment. Et je pense que c'est essentiellement ça que le Rwanda reproche particulièrement à la Belgique, ce qui justifie qu'il a décidé de rompre ses relations avec la Belgique, c'est qu'ils disent, voilà, vous jouez le jeu du Congo, autrement dit, vous décidez de nous imposer des sanctions et de faire en sorte que tout le monde s'y mette. Alors, est-ce que la Belgique joue le jeu du Congo, justement? Parce que ce que met en avant, et on a entendu Maxime Prévost, c'est de dire, nous, l'enjeu, c'est les droits humains, c'est aussi le respect du droit international et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si on a un Rwanda qui intervient de manière directe ou indirecte dans un pays voisin qui ne respecte pas les frontières du Congo, c'est pour ça que nous, en tant que Belgique, on le dénonce. Est-ce que c'est une juste justification des affaires étrangères belges? Il n'y a pas de prise de parti pour le Congo de la part de la Belgique? Il est sûr que lorsque la Belgique demande d'imposer des sanctions au Rwanda, elle fait indirectement le jeu de Kinshasa, vu que c'est exactement ce que le Congo espère, c'est qu'on impose des sanctions au Rwanda. Mais pour être complet, il faut dire que la Belgique ne limite pas son discours à la critique du Rwanda et au soutien du Rwanda au M23, mais critique également Kinshasa, et l'a exprimé à plusieurs reprises. Maxime Prévost a dit aux autorités congolaises qu'il fallait qu'elles arrêtent de soutenir les FDLR. Alors qui sont ces FDLR? Ce sont en gros, c'est une milice qui est issue des génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda contre les Tutsis en 1994, qui sont réfugiés depuis une trentaine d'années au Congo, qui ont créé une milice et qui continuent à se battre aux côtés de l'armée congolaise. Et c'est ce que le Rwanda reproche au Congo. D'ailleurs, dans toutes les négociations internationales, le Congo dit au Rwanda, il faut arrêter de soutenir le M23, et le Rwanda répond au Congo, mais alors il faut que vous arrêtiez de soutenir les FDLR. La Belgique a signifié aux autorités congolaises qu'il fallait qu'elles arrêtent de soutenir les FDLR également. Donc de ce côté-là, on pourrait dire qu'elle joue le jeu du Rwanda. En tout cas, elle reprend ses arguments. Donc je pense que la Belgique a une position objectivement assez correcte, en tout cas en accord avec les valeurs qu'elle affirme défendre. Alors, parlons un petit peu plus spécifiquement de ce fameux M23. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce groupe rebelle? C'est quoi l'histoire de ce M23, de ce mouvement qui a été créé au départ par des personnes appartenant à la minorité ethnique Tutsi et qui fait que ce groupe aujourd'hui est en train de gagner du terrain dans l'est du Congo? Alors, ce qui est très clair, c'est que le M23 est en bonne partie composé de Tutsis congolais, donc des Congolais qui sont de culture rwandophone, qui sont ethniquement, et je n'aime toujours pas ces termes-là, mais enfin bon, pour faire un résumé, assimilés à l'ethnie Tutsi, et qui se revendiquent comme tels d'ailleurs, et qui disent nous subissons des persécutions, des massacres au Congo, et nous devons nous défendre, et nous nous mobilisons en créant cette milice M23. Ça, c'est le narratif du M23 qui est en partie vrai. Oui, ils sont composés de Tutsis congolais qui sont effectivement persécutés au Congo, mais il faut placer ça dans le temps long. Et en fait, le M23 n'est pas une génération spontanée. Le M23 est finalement l'héritier de toute une série d'autres rébellions qui, depuis une trentaine d'années, ont été fomentée par le Rwanda. La première étant celle, la FDL, l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo-Zaïre. Ça remonte à 1996. C'est cette force qui a amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en faisant chuter Mobutu. Cette rébellion avait déjà à l'époque été créée de toutes pièces par le Rwanda et l'Ouganda pour amener Laurent Désiré Kabila au pouvoir. L'objectif étant à l'époque d'aller traquer tous ces génocidaires Hutus qui avaient fui à l'est du Congo après le génocide de 1994. Mais le Rwanda ne s'est pas arrêté à cette traque des génocidaires. Ils en ont profité pour ramener un pion au pouvoir à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila. Et quand ce pion s'est retourné contre ses parrains ougandais et rwandais 2 ans plus tard, en 1998, en disant « Écoutez, merci beaucoup de m'avoir amené ici. Maintenant, on va gérer les affaires entre Congolais. » Eh bien, le Rwanda et l'Ouganda ont décidé de mener la guerre directement contre Laurent Désiré Kabila pour le punir de ses velléités, on va dire, nationalistes, indépendantistes à l'égard de ses parrains, en créant alors une nouvelle rébellion qu'on a appelée à l'époque le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et vous remarquez qu'au fur et à mesure du temps, le terme congolais intervient tout le temps. Donc le Rwanda se cache toujours derrière un paravent congolais, une rébellion congolaise pour influencer la politique sur place. Et le M23 finalement n'est jamais qu'une autre émanation de cette stratégie. Donc très clairement, il y a une ligne politique constante sur pratiquement les 30 dernières années de déstabilisation de l'Est du Congo, mais on voit que ça peut aller jusqu'à une prise de pouvoir à Kinshasa même, de la part du Rwanda à l'égard donc de son voisin.
Oui, toujours avec le même argument. L'argument, c'est un argument sécuritaire. Il est en partie vrai, mais il est extrapolé dans des proportions qui deviennent parfois quand même fort démagogiques. Effectivement, le Rwanda dit systématiquement, nous devons intervenir ou nous soutenons des gens qui interviennent au Congo pour notre propre sécurité. Le narratif étant, un deuxième génocide ne se produira plus au Rwanda. Le Rwanda est à raison traumatisé par ce qui lui est arrivé il y a une trentaine d'années. Un génocide horrible, organisé par une des extrémistes Hutus qui avait une idéologie raciste, génocidaire, qui a massacré jusqu'à 800 000 personnes, principalement des Tutsis pour leur appartenance ethnique. C'est quelque chose qu'il faut rappeler, qu'on ne peut absolument pas nier. C'est très important pour comprendre ce qui se passe. Mais à partir de là, le Rwanda a peut-être surfé un peu sur la vague en allant jusque dans des proportions, je disais, démagogiques. Pour défendre sa sécurité, ils vont dire, il y a des FDLR aujourd'hui, donc des anciens génocidaires qui se battent au Congo. Mais ces FDLR, ils sont, je sais pas, quelques centaines, ils sont 2000 à tout casser, ils sont loin de la frontière rwandaise. En tout cas, ils ont été pendant tout temps à des dizaines, voire même parfois des centaines de kilomètres de la frontière. Leur dernière attaque, incursion en sol rwandais remonte à il y a plusieurs années. Il est difficile d'imaginer que ces FDLR puissent réellement prendre le pouvoir au Congo. Donc ça, c'est le discours rwandais, la principale raison pour laquelle on doit intervenir ou intervenir de manière indirecte au Congo, c'est pour notre sécurité. Je vous propose peut-être d'entendre dans cette émission ce que disait le ministre rwandais des Affaires étrangères que vous avez rencontré il y a quelques jours, Benoît Feit, quand on lui demande justement d'évoquer le soutien du Rwanda au M23. Voilà comment lui qualifie le M23. On va l'écouter. La première, les clés. Le M23, c'est un mouvement congolais qui défend une communauté congolaise qui a été toujours marginalisée, persécutée, qui a été tuée. Il y a des actes même de cannibalisme que nous voyons sur les réseaux sociaux. Cette communauté congolaise est de culture rwandaise, de langue rwandaise. Ce sont principalement des Tutsis qui se sont trouvés là, non pas à cause d'eux-mêmes, non pas à cause du Congo, non pas à cause du Rwanda, mais à cause des pouvoirs coloniaux qui ont décidé de tracer artificiellement les frontières. Donc il y a cette question qui doit être séparée de la question de la sécurité rwandaise, puisque qui a pris des territoires à l'est de la RDC, le Goma, Bukavu, c'est le M23 qui est un mouvement congolais. On entend bien les mots, hein. Donc oui, effectivement, il y a un mouvement, le M23, qui est en train de prendre Goma, Bukavu, des parts importantes de territoire à l'est du Congo. Mais en gros, on l'entend dans le discours, c'est pas nous le Rwanda, ce sont bien des Congolais, mais ce sont des Congolais de culture rwandaise, dit-il. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui vient un petit peu tordre le réel dans ce qu'on vient d'entendre là ? Il est vrai que le M23 représente, en tout cas, s'avance comme étant les protecteurs de la communauté Tutsi congolaise. Il est vrai que cette communauté Tutsi subit des persécutions, mais le Rwanda, et ça le ministre ne le dit pas, même le président Kagame ne le dit pas, le Rwanda soutient le M23 avec des hommes, avec des armes, avec de la logistique, avec de l'intelligence. Ça a été documenté par le groupe d'experts des Nations Unies sur le conflit rwando-congolais. C'est reconnu par de nombreux États qui ont déjà sanctionné le Rwanda pour ces mêmes raisons, mais le Rwanda continue à le nier, et ça va même très loin. Le président Kagame, il y a de ça quelques semaines, interrogé par CNN sur la question « Avez-vous des troupes au Rwanda ?», le président rwandais répond dans le blanc des yeux du journaliste « I don't know », je ne sais pas. Comment pouvez-vous imaginer que le président du Rwanda, qui contrôle tout dans son pays, ne sache pas où se trouvent ses troupes? Personne ne peut le croire. Mais le Rwanda, donc, continue de nier envers et contre toute évidence leur soutien et leur présence au Congo aujourd'hui. Bon, alors vous nous avez expliqué il y a quelques instants quel était l'argument du Rwanda pour intervenir à sa frontière, même s'il nie intervenir directement sur le territoire congolais, ce qui est pourtant documenté par ailleurs. En tant qu'analyste politique, justement, de ce qui se joue dans cette région-là, quelles sont les raisons que vous identifiez, Benoît Feit, au fait que le Rwanda continue depuis de nombreuses années à déstabiliser l'Est du Congo? Qu'est-ce qu'il cherche à faire si l'enjeu sécuritaire n'est plus une vraie menace, c'est ce que vous venez de nous dire? Mais je pense qu'il ne faut pas non plus éluder cet enjeu sécuritaire. Je ne pense pas qu'il y ait une menace réelle aujourd'hui au Rwanda, mais vu le traumatisme qu'a subi le pays, la crainte d'une attaque est réelle. On peut pas l'éluder. Mais cet argument n'explique pas tout, cet argument sécuritaire. À côté de ça, il y a peut-être un argument qu'on évoque moins, c'est l'argument, je dirais, démographique. Toutes ces communautés congolaises d'origine de culture rwandaise, Tutsis congolais donc, ce qu'on appelle les Banyamulenge au sud Kivu, les Tutsis du nord Kivu représentés par le M23,
Il est impossible, il faut savoir que le Rwanda est un des pays les plus densément peuplés au monde. C'est un pays qui reste pauvre, donc l'accès à la terre est un réel enjeu dans ce pays. Il est inimaginable pour le Rwanda de rapatrier, entre guillemets, leurs frères congolais, vu qu'il y a un vrai élan de solidarité entre eux. Il est sûr que pour les autorités rwandaises, il est important que ces communautés restent où elles sont, à savoir au Congo. Donc la première raison, c'est s'il faut intervenir pour éviter de devoir rapatrier des gens qui seront persécutés, c'est une stratégie qui peut tenir la route. L'autre argument, évidemment, il a été utilisé à l'envi et il est fondé aussi, c'est l'argument économique. Il faut pas nier les choses. Le Rwanda, depuis une trentaine d'années, s'enrichit clairement grâce au trafic de minerais qui transite par le Rwanda. On pense essentiellement au coltan, hein, vous savez, ce minerai dont on a besoin pour fabriquer des ordinateurs, des smartphones, dont la demande a explosé depuis une trentaine d'années. Il y a aussi tout un trafic d'or, ce qu'on évoque moins, qui permet au Rwanda de s'enrichir. Donc l'enrichissement, on va dire l'argument économique est aussi probablement ce qui guide la stratégie rwandaise au Congo. Mais il y a un argument qu'on évoque peut-être un peu moins encore que tous et qui pour moi est peut-être une des clés de compréhension de ce qui se passe. C'est quand vous regardez la différence de taille entre les deux pays, la différence de richesse entre les deux pays. Le potentiel du Congo est gigantesque. Le Congo, c'est un pays, c'est presque grand comme l'Europe occidentale. Entre Lubumbashi et Kinshasa, c'est comme si vous faisiez Varsovie-Lisbonne. C'est gigantesque. C'est un pays dont, on l'a dit et répété depuis des décennies, possède un potentiel de richesse gigantesque. Tous les minerais s'y trouvent, le cobalt, le coltan, le cuivre, les diamants, l'or, enfin tout ce que vous pouvez imaginer s'y trouve à peu de choses près. Imaginez qu'un Congo fort, avec un État fort, une armée organisée, riche de toutes ces richesses, arrivait à émerger, ce serait une réelle menace pour le Rwanda. Et donc il y a peut-être une volonté aussi du Rwanda de continuer à déstabiliser le Congo pour affaiblir ce voisin au potentiel dangereux et en créant ce que moi j'appelle un véritable Far West, parce que malheureusement au Congo aujourd'hui, dans bien des endroits, on vit dans un absolu Far West. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de route, on contrôle plus rien. Tout est aux mains de petites milices, de petits shérifs, de petites bandes organisées. C'est vraiment le Far West. Et ça, je pense que ce chaos dont les Congolais subissent les réelles conséquences, dans la pauvreté, les massacres, les viols systématiques des femmes, eh bien, indirectement, ça arrange le Rwanda. Bon, alors il y a encore un élément dans cette rupture diplomatique et dans le communiqué qui a été publié par Kigali ce lundi 17 mars, c'est l'évocation non seulement d'une forme de néocolonialisme de la Belgique, mais aussi des références très claires au génocide contre les Tutsis de 1994. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet élément-là, puisque le Rwanda dit que la Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretiennent l'idéologie génocidaire. Donc on sent qu'il y a encore de manière très, très forte de la part du Rwanda l'évocation de ce passé-là. Et c'est peut-être l'occasion de revenir sur le rôle qu'a joué la Belgique au moment de ce génocide de 1994, sur l'examen critique qui a été fait aussi d'ailleurs en Belgique, sur les excuses qui ont été prononcées par nos dirigeants. Et on va faire ça avec Sarah Pousset. La responsabilité de la Belgique a été reconnue à plusieurs égards dans le génocide rwandais. D'abord dans l'idéologie génocidaire, car en réalité ce sont des missionnaires catholiques belges qui, dès 1923, ont imposé une différenciation dans la population entre les Tutsis, considérés comme des aristocrates, et les Hutus, dont les chefs sont destitués et à qui on réserve toutes les corvées. Pendant toute l'ère coloniale, des stéréotypes raciaux et ethniques sont véhiculés pour diviser le peuple rwandais au point d'entretenir une véritable haine entre Hutus et Tutsis. À l'indépendance, les Hutus, frustrés de leurs conditions, se révoltent à la fois contre le colon belge, mais aussi contre les Tutsis aristocrates. Ils prennent le pouvoir et imposent désormais un régime radical qui entretient la haine des Tutsis jusqu'à mener au génocide de 1994. Et là encore, la Belgique n'est pas loin. En 62, notre pays se retire du Rwanda, mais veut toujours continuer à entretenir de bonnes relations avec son ancienne colonie. Il décide donc désormais de soutenir les Hutus au pouvoir. Et ce soutien va persister dans le temps. Malgré l'exil de milliers de Tutsis, malgré les appels à la haine, malgré la propagande génocidaire, la Belgique soutient les régimes extrémistes Hutus. Pointons aussi que la Belgique et l'ONU sont informés de la préparation en cours d'un massacre à grande échelle au Rwanda. Notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Willy Claes, est aussi mis au courant d'une concentration anormale d'armes,
3000 tonnes d'armes blanches sont achetées à l'aide de fonds internationaux détournés. Mais le ministre belge et son gouvernement n'y voient aucune hostilité envers la Belgique. Ils détournent le regard. Le 6 avril 1994, l'avion présidentiel rwandais est abattu. Les Hutus radicaux accusent les Tutsis, mais aussi la Belgique. Le lendemain, 10 casques bleus belges sont assassinés. La Belgique, comme l'ONU, se retire en urgence. Le génocide commence, sans personne pour le contrer. Depuis, plusieurs travaux et rapports d'historiens ont consacré les responsabilités occidentales dans le drame rwandais. La Belgique s'est officiellement excusée pour son intervention en 2000 par la voix du Premier ministre belge de l'époque, Guy Verhofstadt, en voyage au Rwanda. J'assume ici devant vous la responsabilité de mon pays, des autorités politiques et des militaires belges. Et au nom de mon pays, au nom de mon peuple, je vous demande pardon pour cela. Les mots de Guy Verhofstadt, donc, suite à ce qui s'est passé en 1994, c'était important à rappeler au moment où le Rwanda pointe à nouveau ce qu'il dit être le rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique, rôle de la Belgique. Benoît Feith, pour terminer, parce qu'on arrive tout doucement au bout, ce qui est particulier, c'est que ces éléments-là, sur le rôle de la Belgique dans le génocide, on les entendait plus tellement ces dernières années, justement, suite aux excuses qui avaient été présentées par le gouvernement belge. Le fait que ce soit remobilisé là maintenant par les autorités rwandaises, ça témoigne du fait que Paul Kagame, le Rwanda, sont un peu en difficulté sur le plan international, là, aujourd'hui, et qu'il faut aller remobiliser certains arguments sur le passé. Oui, clairement, et même si ces arguments sont justes, il est aujourd'hui un peu démagogique dans le chef de Paul Kagame de les utiliser, parce que jusqu'à présent, il a bénéficié d'un blanc-seing de la part de la communauté internationale. Depuis son arrivée au pouvoir, tout le monde a fermé les yeux sur la dictature, sur l'état policier, sans doute par culpabilité à l'égard de la compromission de la communauté internationale dans le génocide, mais aussi face au miracle rwandais, comme on dit. Il faut reconnaître que le Rwanda s'est extrêmement bien développé. En tout cas, Kigali est une ville moderne, c'est probablement la ville africaine dans laquelle il est le plus agréable à vivre, la capitale africaine dans laquelle il est le plus agréable à vivre aujourd'hui. Et tout le monde a fermé les yeux là-dessus, mais il y a un changement qui s'est opéré dû au lobbying de la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais aussi peut-être lié indirectement à la guerre en Ukraine, parce qu'il devenait très très difficile aujourd'hui pour la communauté internationale de continuer à sanctionner la Russie pour son intervention en Ukraine et de fermer les yeux sur l'intervention de Paul Kagame et du Rwanda au Congo, une intervention qui a été documentée par tous, notamment par les Nations Unies. Eh bien, voilà qui donne quelques clés, à la fois pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre la Belgique et le Rwanda, mais pour comprendre aussi plus largement le rôle que le Rwanda joue dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis de nombreuses années, et pourquoi aujourd'hui la communauté internationale qui a longtemps fermé les yeux change d'attitude à l'égard de Kigali. C'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Je vous rappelle que tous les derniers épisodes se trouvent sur vos plateformes et si vous cherchez la collection complète, alors là, rendez-vous sur ovio.be. But we rise, wonder never falls, we survive. They don't know our story, they don't see the light. But Kigali shines, yeah, Kigali shines bright. They say we don't deserve, they wanna bring us down. But we're building up, we own this ground. Africa, stand up. Time to make it right. Rwanda ni nuru, we shining bright. No more lies, no more pain. We moving fast, no looking back again. Stop, punish, Rwanda. We are strong. We keep moving, we belong. Kagame ni Baba, we stand tall. Africa loves him, loves us all.
Ils ont dit qu'on était trop petits, que notre histoire s'arrêterait ici. Mais regarde Kigali, regarde le ciel, des gratte-ciel, pas des ruines, c'est irréel. Ils veulent qu'on tombe, qu'on oublie, mais nous sommes Rwanda, la patrie. Stop, punish Rwanda, we are strong, we keep moving, we belong. Kagame ni Baba, we stand tall, Africa loves him, loves us all. Ils nous jugent, mais ils ne savent rien. Ils punissent notre succès, notre espoir. Mais on ne pliera pas jamais. Paul Kagame, l'homme du peuple. Stroma, ils ne veulent pas voir l'Afrique s'élever. But Africa rise, we're here to stay. Rwanda is born, Rwanda is great. Stop punish Rwanda. Nob's music. Bonjour Ricardo. Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI et en particulier ceux de la République démocratique du Congo. Vous nous appelez, vous, de Paris, et vous avez des questions justement sur la République démocratique du Congo, la crise sécuritaire dans l'Est. Absolument. Eh bien, à la surprise générale, le président Tshisekedi et Paul Kagame se sont vus à Goma. Ils se sont rencontrés à Doha. Au Qatar. À Doha. À Doha, pardon. Vous avez dit Goma, non? À Doha, au Qatar, effectivement. Doha, au Qatar, absolument. Ma question est la suivante. Comment le Qatar a réussi à réunir dans la même pièce les deux chefs d'État alors que nous savons très bien leurs relations sont plus que tendues? Oui, cela faisait plus d'un an que Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne s'étaient pas rencontrés. Bonjour Lucie Mouillot. Bonjour Juan. Correspondante de RFI à Kigali, comment l'émir du Qatar a-t-il réussi à réunir effectivement dans une même pièce les deux présidents? Et oui, beaucoup avaient essayé, mais personne n'avait réussi à les rassembler depuis plus d'un an. On se rappelle notamment du sommet du 15 décembre, annulé au dernier moment à Luanda. Alors, le Qatar n'est pas un nouvel acteur dans les tentatives de médiation entre la RDC et le Rwanda. Depuis début 2023, Doha s'attelle à réunir les deux chefs d'État, mais sans succès jusqu'à cette semaine. Les rendez-vous se sont accélérés en début d'année. Le président Félix Tshisekedi s'est en premier déplacé en janvier pour rencontrer l'émir. En février, c'était au tour de Paul Kagame et le ministre des Affaires étrangères qatarien s'est lui aussi rendu ces derniers mois et à Kigali et à Kinshasa. Tant de déplacements qui ont abouti à cette réunion sous l'égide de l'émir du Qatar, interlocuteur qui entretient de bonnes relations avec les autorités des deux pays. Oui, de bonnes relations notamment économiques. En effet, d'abord avec Kigali, Qatar Airways veut faire du Rwanda son hub africain, à la fois pour le transport fret et passager, un partenariat qui doit aboutir à la prise de participation à hauteur de 49% dans la compagnie nationale Rwandair et 60% du futur aéroport international de Bugesera, un projet colossal à hauteur d'1,3 milliard de dollars, dont la construction, qui doit se terminer d'ici 2028, est gérée par une entreprise du Qatar. En RDC également, Doha se penche sur plusieurs grands projets d'infrastructure. L'Émirat avait signé avec Kinshasa un accord de coopération en 2021, accord qui prévoit le développement ou la modernisation de plusieurs ports et aéroports congolais, des plans toujours en attente de concrétisation. Allez, Ricardo, vous avez une dernière question, nous vous écoutons. Une dernière question, justement, merci Juan. Est-ce qu'il y a eu de réels compromis et solutions qui ont été évoqués lors de cette discussion? Ouais, la question que tout le monde se pose effectivement, c'est de savoir si ce tête-à-tête permettra des avancées dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Lucie Mouillot, sait-on ce que les deux présidents se sont dit?
Donc selon le communiqué conjoint, les chefs d'État réaffirment leur engagement pour un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat. Alors aucun accord n'a été signé pendant cette rencontre. Ils ne parlent pas ici d'une nouvelle trêve, mais de celle annoncée le 8 février lors du sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Mais cette semaine et même après la rencontre, des combats étaient encore signalés. Les rebelles ont avancé jusqu'à Walikale, plus de 200 km à l'ouest de Goma. Au Qatar, l'objectif était dans un premier temps de rétablir la confiance fragile entre Kigali et Kinshasa. Les deux présidents ont partagé leur version des discussions. Côté rwandais, on assure avoir porté la question du dialogue direct avec le M23 et celle de la neutralisation des FDLR, groupe créé à l'origine par d'anciens génocidaires. Côté congolais, les autorités affirment avoir demandé l'application de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies demandant le retrait immédiat des troupes rwandaises à l'est de la RDC. Les trois parties s'accordent cependant sur le besoin de poursuivre les discussions entamées à Doha pour une paix durable comme envisagé par les processus de Luanda et Nairobi. La prochaine étape est d'ailleurs d'entériner la fusion de ces deux processus régionaux d'ici au 31 mars prochain. Rwanda, the land of 1,000 hills, a nation of resilience, beauty, and hidden depth. Though small in size, its 26.338 square kilometers cradle a wealth of minerals, a treasure chest nestled within the heart of the Great Rift Valley. Rwanda does have abundant minerals. All these hills around me, they are full of minerals. This region, a crucible of geological history, is increasingly vital to the world's technological future. Setting, historically they have found a lot of pegmatite. So pegmatite is a type of rock that we mine and it actually can contain tantalum, siderite and tungsten. And Rwanda is reaping big, Africa's largest producer of tungsten, world's leading producer of tantalum and among top producers of tin, all totaling into $1.1 billion of mineral exports in 2023. Rwanda is rich in terms of minerals, and we also have a good diversity of minerals. But where does all this come from? If you look at all the 30 districts of this country, there's no single district which doesn't have a mine. What is the policy driving all this? We've seen the transformation of the regulated side dramatically in 10 years, go to a very high professional standard. Deep beneath the rolling hills of Rwanda, a transformation is underway. Rwanda's mining industry, once a tapestry of artisanal labor, is now a beacon of modernization. Mining in Rwanda started in the late 1930s. Some mines early 1930s and during the colonial time. And it was almost mostly artisanal. Mining with chisels and hammers and shovels, sluicing or panning. But nevertheless, the mining operations went on through different operators, even to a point where resources were nationalized and companies like Somirwa and Ledemi took over in different periods. But now, mines are trying to mechanize as we go on. So we have a track record of more than 80 years of mining operations. Despite that long history, it has always been artisanal. But the mechanization like we are seeing here, if Rwanda keeps doing that, Rwanda will be a global player on the strategic and critical minerals such as tin, tantalum, and tungsten. For over a century,
Rwanda has unearthed riches from its earth. From the early days of discovery in the 1920s to the present era of sophisticated extraction, the journey has been one of continuous evolution. Two Greek brothers were sent to continue exploration, and when they were traveling around the mountains of Rwanda, they saw some dark, heavy stones, and they sent them to the port, and they were transported to Europe. After analysis in some laboratory, they were told that was cassiterite. And actually that discovery was made here, where you are in Rutongo. And then the news was spread throughout the country, and the population was asked to continue looking for stones, heavy, dark, and that's how we continued discovering a lot of surficial deposits of minerals in Rwanda. And after that, there were some missions by the Belgians in the early 20s to continue mapping and collecting samples. And then they determined that there were enough minerals to start mining operations. So the first activities started late 1920s, early 1930s. The operation started just by clearing the ground, and it was just excavating some pits on the surface. For instance, Rutongo started as an open pit mine. And then as years passed, they saw that the veins which are containing the minerals we look for are extending towards the depth. So decisions were made to start underground mining, and that was in the early 60s. There was a need for electricity. So that's why the first power lines to connect Rutongo to electricity were put in place. And actually it is even interesting to know that Rutongo was connected to electricity before Kigali. So the need of bringing electricity in this country was mostly for mining. So mining was a major economic activity at that time. There's even another important story that many of us don't know. Rwanda even produced uranium. In 1952, Rwanda exported uranium. It was from a small deposit in western Rwanda in an area called Karago. So after that, a lot of exploration works were put in to discover other deposits, and even recently. So we believe that we may even find some uranium deposits. It's a long journey, a journey of almost 100 years, which has seen, I would say, its technology, equipment, and skills. As they grew, the company kept the mines, not only Rutongo, but throughout Rwanda, the mines kept growing. In Rutongo, in the northern province of Rwanda, work is underway. Rail cars move extracted minerals away from the tunnel. And workers are busy drilling through the veins. It's a full-scale operation. Here lies the oldest and largest tin mine in Rwanda, ranking second largest in Africa. Here at Rutongo, a production operation started in 1931. So in 6 years, we'll have 100 years of mining in our country. For Nyamnyumba site, I have 6 tunnels in operation. This is the last one at the bottom site. Others are on top levels. And I have 893 workers working in mining. For production purpose, my target here is to get 2 containers per month, but currently I'm getting 23 tons, a range of 23 tons and 30.
Situated in the mineral-rich Kibera and Karongi-Ankole belts, Rwanda boasts a diverse portfolio of resources, especially the 3 T's: tin, tungsten, and tantalum. Rwanda is rich in terms of minerals, and we also have a good diversity of minerals. In addition to the 3 T's, we also have gold. We also have gemstones like amethyst, ruby, sapphire. We're also targeting other minerals like rare earth elements. We are in the right geology. We are into what we call Karagwe-Ankole belt, which hosts pegmatites and quartz veins, known to host tin, tantalum, and tungsten. And added to that, we are now discovering more and more lithium. Geologically, this setting is the same in this part that it is over the border. And in this setting, historically, they have found a lot of pegmatites. So pegmatite is a type of rock that we mine, and it actually can include, contain tantalum, cassiterite, and tungsten. When we're talking about our particular Rukaragato or Ngororero ore bodies, these pegmatites here are, in terms of worldwide, quite big. So we have now proven about 1 kilometer of strike of this pegmatite ore body, and the width is between 25 to 75 meters, which, like I said, worldwide, this is quite a big ore body. One of the most abundant mineral resources in this region is wolframite, crucial for producing tungsten. The Nyakabingo mine, just 20 kilometers from Kigali, stands as Africa's largest producer of this mineral. We're now very proud of our Nyakabingo mine, where we are today, which is Africa's largest tungsten producer. We produce 120 tons of tungsten per month. When we started the journey, we were producing 29 tons. Trinity Metals, the investor behind this mine, has invested over $40 million to mine tungsten, tin, and tantalum across strategic sites, exemplifying the scale of commitment to this sector. Trinity Metals, with 3 mines, Nyakabingo, Rutongo, and Musha, employs around just above 6,000 people directly. And those people operate obviously our mines, and we produce around 330 tons of cassiterite at Musha, just above 700 tons at Rutongo, and over 1,000 tons of tungsten at Nyakabingo. Our operations run 24 hours, so we are always operating, and we are planning to even increase that number. We want to be able to produce more than 1,000 tons at Rutongo, 2,000 tons at Nyakabingo, and over 1,000 tons at Musha. Since we started, we've invested over $40 million in the 3 mines to bring them up to, and we've spent this money opening up new mining areas and also introducing mechanization. And at the moment, on all 3 mines, we're busy declining, busy developing declines, and opening up new ground at depth to expand the life of mine and the growth of the mines. Gemiko, another mining site in Kigali, operated by a local investor, has been extracting minerals since 2010, with reserves projected to last for decades. This mine, for all the mine, we have 15 kilometers for the long, by combining main tunnel and crosscuts. So we close by purpose. We close for cutting the vein. We close for gaining the air for ventilation purpose. Currently, we purposely downscaled our production up to an average of 28 tons due to main reasons. One, we want to automate. It's part of our commitment to our license, mining license. We want to triple our production up to 100 tons with the huge automated recovery plant that is being built. All the resources are available. It means before the end of the year,
we have to triple our production, our tin production. Researchers have proved that we will mine this tin and finish it completely in the next 34 years. It means our grandchildren, they are the ones who will finish it, will continue what we have started. With visible advances in the mining sector, certification mechanisms are key to ensuring Rwanda's minerals are conflict-free and traceable from mines to market. We use a fully digitized system with chain of custody. Of course, you can see here it's a very healthy operating mine, but for every single gram that leaves this site, we have a digital traceability system, which is time-stamped and time-limited. So compared to other traceability systems, you cannot have fraudulent paperwork because it has to work within a specific timestamp. So our refinery is globally accredited to be conflict-free. We're audited internationally by third parties, and we self-supply. We have a world-class traceability scheme in place across all of our 3 mines. We use a company called Better Mining, which is part of the RCS Global family. We have them permanently on site that monitor our mining. They monitor from when the production comes up from underground, it is crushed, it is put in bags, it's put in containers, and then it gets shipped out. So there is no ways that anything can come into our production that wasn't produced here by ourselves underground, because the auditing system is there. We have the RMB monitoring, and we also have Better Mining, which is an independent traceability company. I know the RMB as well has been working very hard to make sure that all mining companies in the country are properly registered on the RMB system, and until they are registered they cannot get traceability tags. So I think there's a lot of work taking place to make sure there's tight controls in place. Rwanda is not content with raw extraction. The nation is investing heavily in value addition, from advanced smelting facilities to gold and tantalum refineries, transforming raw materials into high-value products. We already have a refinery in Rwanda, so it's possible that you can pay what we call tolling fee. It's a fee that you pay. They refine your tin up to 99.9%. You pay a fee, and then you export a pure metal. And when you sell it, you get the full market price. For the moment, the price of 1 kilogram of tin at the market price for pure tin, 99.9%, is $31. But the level of our purity here, we can't get a price which is more than $20, around $20, $21 per ton. So it means we are losing a lot. And that waste, when we export, there is iron in it, there is silica, there is other metals. If you keep exporting for maybe for 5 or 10 years, you end up giving other minerals for free because they only buy one metal. Yet, in what we call concentrate that we are currently exporting, there are also other valuable metals in them. In Ngororero district, northern Rwanda, Power M runs the only fully industrialized tantalum mine in eastern Central Africa. The company has invested in Africa's only tantalum refinery. So this is primarily a tantalum and niobium mine, but we also have cassiterite, which is producing tin from here. We do have other byproducts from here for spodumene, for lithium, and then some small quantities of hafnium and zirconium. Here at the moment we can do about 360,000 tonnes per year. We have about 5.5 million tonnes of resource, which we're currently expanding to a target to in excess of 30 million tonnes, and then to be able to produce about 1.2 million tonnes a year. Specifically invested in Rwanda though was because we're also a tantalum and niobium refiner. So we built a refinery here in the eastern province in Bugesera, where we have a chemical process. In order to make such long-term investments on an industrial scale, you need good rule of law and you need predictability. It took us about 5 years to finish the feasibility studies. And so when we're looking at a 20, 30-year horizon, we need to know that the rule of law is good for that period. So it was mostly the infrastructure and governance that persuaded us to mine here and refine here, but also the minerals have to be here. With advanced technology employed in mining and Rwanda's unique geological composition, the quality of minerals produced is of the highest standard. The cassiterite being mined here at Rutongo, it's almost pure cassiterite, 70-72% SN.
Look at the cassiterite being mined at Bisie. Bisie is a mine in Walikale in eastern DRC. Actually one of the biggest tin mine in the world. Yes, the volumes are there, but their grades are not as the ones we have here. I mean the grade of the final concentrate which we sent to the smelters. So the purity of our cassiterite is much, much better. And that's why a lot of companies are asking us to supply them with our cassiterite. And it's not only for cassiterite, it's also for coltan. It's the grades we have in different mines, especially in the center and western part of Rwanda, a high grade coltan. You get some very good tungsten in Rwanda and other different types of minerals. To ensure sustainable mining, Rwanda's operators adhere to stringent environmental practices, ensuring economic progress does not come at the cost of ecological integrity. If you don't take care of the environment, you end up failing even to continue your mining project. So we have the tree planting. We build water drainages to ensure that the soil erosion is contained. We have built huge water dams. It means all this groundwater that is being fetched, that we use to wash minerals, is being retained downstream. Later on, after it's been filtered, it's pumped back so that we can reuse it. We have Nyabarongo wetland that we need to take care of to ensure that we take samples periodically to ensure that there are no heavy metals in it, because in the end, the wetlands, it's a storage of water that we need today and tomorrow, so that we don't contaminate it, so that in the end, to prevent that our population can develop, let's say, health issues due to heavy metals that are coming out of this mine. Rwanda's mining industry is booming, registering success in both domestic operations and exports. The government is actively fostering investments, offering attractive incentives, and supporting ongoing explorations in critical minerals. Mining has got huge potential in this country. The great thing about Rwanda is it's got fantastic leadership. It's a stable country and it's very investor friendly. We get great support from the government and the RMB in terms of helping us grow this business. The potential in the industry is huge. Potentially, if you look at tungsten, there are potentially another 3 Nyakabingo mines in the country. The tungsten opportunities are huge. If we just need to develop, we need the investment and we need to develop those tungsten mines. And the same goes for tin cassiterite. And by the way, we're currently exploring for lithium, and there's also huge potential in lithium. So I think the mining from an industrial scale is still on its early stages in this country, but huge potential in the future. With over a century of experience in mining, Rwanda is steadily transforming from a small-scale mining to Africa's mineral powerhouse. Yes, Rwanda is currently the biggest tungsten producer in Africa. It is among the biggest tin producers in the world. Actually, Rutongo is currently the second biggest tin mine in Africa. And for coltan, we are the biggest as well, not only in Africa, but globally. Sometimes we come number 1, sometimes we come number 2. So for other minerals such as lithium, we believe we'll be a very important player. Although there are some countries, especially in Latin America, because of the geology where they get their lithium from is different from ours. It gives them a large advantage, but on mines which are extracting lithium from pegmatites, Rwanda is believed to be one of the next big players. We have beryllium, which is also mined in different parts of this country. So I know there are minerals which we don't have. For instance,
We don't have everything, but there are minerals in which we are serious players globally. As the world's hunger for technological minerals grows, Rwanda stands ready not just as a supplier, but a model for how mining can empower a nation and its people, while respecting earth that yields its treasures. Rwandan mining is going to extend in scale, but also in horizontal valorization. By that I mean, on this mine here we have lithium, I said hafnium and zirconium, small quantities, but at the moment they've been leaving the country for the last 100 years. What we'd like to see now is commercialize those things. At the end we have a zero waste policy. We're already producing bricks. As you can see behind me, the building was made from bricks from our tailings here. When we go industrial scale with that, the whole point is to have zero waste mining and good stewardship of all the resources so it lasts a longer time. This is Rwanda's mining renaissance, a vision of ambition, innovation, and promise that extends far beyond its 1,000 hills. Qui l'eût cru, le président du Rwanda, Paul Kagame, et son homologue congolais, Félix Tshisekedi, face à face. La photo a surpris la presse en Afrique, à commencer par celle de la République démocratique du Congo, et bien au-delà d'ailleurs. On y voit donc les deux chefs d'État. Au milieu, l'émir du Qatar dans le rôle de médiateur, Doha qui tente donc de décrocher un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. On rappelle la situation, le M23, des miliciens appuyés par l'armée rwandaise, ont pris des villes comme Goma dans le nord Kivu ou encore Bukavu dans le sud Kivu il y a environ 2 mois. Avec nous pour en parler, Pierre Boisselet, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes directeur des recherches sur la violence chez Ebuteli, un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et donc la violence. En quoi cette rencontre est-elle une surprise et pourquoi les deux hommes ont franchi le pas selon vous ? Alors effectivement, c'était une surprise, on ne l'attendait pas du tout. En fait, il y a une série de processus de médiation qui étaient en cours de la part de la région, de la part des églises congolaises, etc. L'Angola notamment a essayé de réunir les deux hommes. Hein. Absolument, et a échoué en décembre. Et voilà, la médiation qatari, on ne la voyait pas forcément venir. Ça a été tenu secret jusque vraiment la dernière minute. Alors pourquoi est-ce que ça s'est fait ? Bon, on sait que le Qatar avait déjà essayé en fait de faire une médiation. C'était plutôt la République démocratique du Congo qui était réticente en raison des liens assez étroits entre le Qatar et le Rwanda. Là, visiblement, il y a eu un changement d'attitude de la part des autorités congolaises. Ce qui a pu peser sans doute, c'est aussi les circonstances. On a d'un côté la pression internationale, les sanctions même qui s'accentuent sur Paul Kagame. De l'autre, la réalité du terrain pour Félix Tshisekedi, le président du Congo. Quelle est la situation d'ailleurs en ce moment même dans l'est de la République démocratique du Congo? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a en fait un certain décalage parce que les deux chefs d'État se sont engagés à soutenir un cessez-le-feu. Mais sur le terrain, on ne voit pas du tout les combats qui cessent. D'ailleurs, ces toutes dernières heures, il y a encore des combats qui sont rapportés, notamment autour de la ville de Walikale, qui semble être le prochain objectif du M23. Qui se trouve où, dans le nord Kivu, le sud Kivu? Qui se trouve dans le nord Kivu. C'est une ville qui se situe notamment sur la route de Kisangani, qui est une des grande ville de la RDC, probablement la 3e ou 4e plus grande ville de RDC. Alors les rebelles sont encore assez loin de Kisangani, mais voilà, ils continuent de progresser. Quelle perspective désormais? Les deux dirigeants laissent la porte ouverte à de futures discussions. On imagine que désormais le Qatar va endosser ce rôle. On voit mal comment l'Angola, voire les pays d'Afrique de l'Est et australe pourraient continuer à peser. Alors c'est vrai que ça reste un élément qui n'est pas très clair parce que, comme je disais, il y avait déjà plusieurs processus en cours. L'Union africaine vient de se réjouir de cette médiation du Qatar. Bon, on ne sait pas encore comment est-ce que ça va se faire, mais il faudra probablement trouver une voie pour ménager toutes ces pistes. On sait que les pays de l'Afrique
australe et de l'Afrique de l'Est, leurs ministres, se sont réunis lundi. Ils ont esquissé certaines pistes, donc notamment l'implémentation de ce fameux cessez-le-feu, mais aussi la réouverture des aéroports de Goma et de Bukavu, qui sont toujours fermés actuellement. Et le redéploiement, ça c'était aussi une surprise, le redéploiement de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Donc, voilà, et là encore, comme les deux conflits précédents, Russie-Ukraine, Gaza-Israël, conflit israélo-palestinien, il y a une question de territoire. Est-ce qu'on peut imaginer la RDC renoncer à des parties de ses territoires dans l'est de son territoire? Non, je ne pense pas, en tout cas, pas volontairement. Je pense que ça a toujours été une ligne rouge extrêmement forte. Kinshasa demande le retrait des miliciens et éventuellement des troupes rwandaises qui seraient sur son sol. Alors, des troupes rwandaises, ça c'est certain, et du M23 aussi. Alors, Kinshasa a fini par accepter le principe de négociation avec le M23, mais voilà, ça reste l'objectif que de venir à bout de cette rébellion. Merci beaucoup Pierre Boisselet, et vous l'avez dit, l'Union africaine a réagi, elle se félicite de l'engagement pour le dialogue. Merci à vous. Merci. Des tirs d'artillerie ont été signalés ce vendredi à Walikale selon plusieurs témoins que nous avons contactés. Alors ces témoins rapportent que des avions de chasse des forces congolaises ont bombardé la zone. La FCM 23 appuyée par des troupes rwandaises sont entrées mercredi dans la localité après de violents affrontements. La base de Médecins sans frontières a été prise entre des tirs croisés. Le personnel est sain et sauf et se dit prêt à accueillir les blessés. Alors avant l'arrivée de la FCM 23 et des troupes rwandaises, de nombreux habitants ont fui pour se réfugier dans les localités voisines, mais les humanitaires s'inquiètent quand même d'un afflux de blessés. Ces affrontements ont éclaté au lendemain de la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar. Une rencontre inattendue où un cessez-le-feu avait pourtant été évoqué. Alors dans une vidéo, le porte-parole de l'armée de la zone, le colonel Guillaume Djiki, indique que cette nouvelle avancée du M23 prouve l'intérêt du groupe armé pour les minerais. Walikale est un territoire minier considéré comme le plus riche de tout le Kivu. Favoriser un climat propice au dialogue, c'est l'argument avancé par le M23 pour se retirer de Walikale en République démocratique du Congo. Le groupe armé occupait cette localité depuis plusieurs jours. Les affrontements ont cessé. L'armée congolaise annonce prendre acte de la décision du M23. On écoute les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Le calme semble de retour à Walikale selon les habitants que nous avons contactés. Une accalmie alors que ces 2 derniers jours, la cité a été le théâtre d'affrontements. Les avions de chasse des forces congolaises ont frappé la zone. C'est dans ce contexte que le groupe armé a annoncé dans un communiqué repositionner ses forces hors de Walikale et ses environs. Un retrait fait pour, affirme l'AFCM 23, favoriser des conditions propices au dialogue. Alors le porte-parole de l'armée congolaise a dit prendre acte de ce retrait. L'armée s'est aussi engagée à s'abstenir de mener toute action offensive afin d'encourager la désescalade. Alors les deux parties semblent donc s'accorder sur la nécessité de privilégier les processus de paix. Au cours d'un rendez-vous avec les journalistes hier à Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a confirmé que Kinshasa est disposée à discuter avec le M23. Le 18 mars, une délégation avait même été envoyée à Luanda pour entamer des négociations directes, mais le groupe armé avait annulé sa venue en dernière minute. Aujourd'hui, certaines sources sécuritaires s'interrogent sur cette annonce de retrait de la FCM 23 de Walikale et soupçonnent une stratégie pour gagner du temps avant de nouvelles tentatives de progression dans l'est du pays. On a mis des prix pour nous arrêter. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Entre-temps, ce qui s'est passé à Doha, tant que nous n'en savons pas les contours et tant que ça ne permet pas de résoudre les problèmes qui sont les nôtres, nous dirons que ça ne nous concernera pas. Très bien, merci. Nous pourrons aussi travailler. Mais laisse-nous le temps de... Non, nous sommes professionnels. Est-ce que le Parlement est informé de ça?
Donc le Parlement, je vais dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et consorts. Est-ce qu'un tel deal a été discuté en Conseil des ministres? Est-ce qu'un tel deal a pu avoir les consultations de toutes les forces vives du pays? Non. Les Américains ne sont pas naïfs. Je ne crois pas qu'ils pourraient accepter cela. Encore que même s'ils acceptaient, le peuple congolais qui est souverain va barrer la route à cette forfaiture, à cette supercherie. Mais aujourd'hui, la première mesure qui a été faite, et ça constitue l'alternative, nous allons désigner une autorité de régulation des systèmes bancaires dans l'espace libéré. Cette autorité représente en fait la Banque centrale, va représenter la Banque centrale. Et avec cette autorité, cette autorité va exercer les missions les missions de la Banque centrale dans l'espace que nous gérons. Elle va permettre de donner des licences, entre autres notamment, pour permettre à ce qu'on crée de nouvelles banques. Elle va permettre aussi qu'on active les institutions de microfinance et qui sont opérationnelles et qu'on sort. Ces images, prises l'année dernière, montrent une entreprise en pleine activité. Mais aujourd'hui, la filiale locale de cette compagnie néerlandaise reste fermée. Il y a un mois, l'arrivée des rebelles du M23 à Bukavu a entraîné une série de pillages, saccageant d'importantes quantités de stocks et de matières premières de nombreuses entreprises, y compris dans cette brasserie. Bralima, qui produit des bières populaires comme Heineken et la locale Primus, offrait environ 1000 emplois directs et indirects à Bukavu, jouant un rôle essentiel dans l'économie de la ville. Bralima nous engage des gens, nous travaillons là-bas comme des agents et nous bénéficions toujours des produits Bralima parce que c'est un produit de notre province, nous devons consommer notre province, nous devons consommer notre pays. Le prix de la bière a explosé. Avant, nous achetions une bouteille à 5 000 francs congolais, mais maintenant, c'est 9 000 voire 10 000. Beaucoup d'entre nous n'ont plus les moyens d'en consommer. Bralima était également une source de financement clé pour l'entreprise publique qui approvisionne le pays en eau potable. Avec la fermeture de la brasserie, son soutien financier a disparu. Le risque actuellement, si la régie des eaux ne fonctionne pas, les risques sont énormes. D'ailleurs, nous courons des risques sanitaires par la prolifération des maladies d'origine hydrique, notamment le choléra. En attendant une résolution du conflit, les entreprises restent fermées, les prix continuent d'augmenter et les services essentiels sont menacés. Pour de nombreux habitants de Bukavu, l'avenir est incertain et le coût du conflit ne cesse de s'alourdir. The road to Goma is open for business. Hundreds of people cross the Rwandan border every hour, carrying goods in and out of markets in the Eastern Democratic Republic of Congo. Traders say despite months of intense fighting, a sense of security prevails in North Kivu province, and it is time to get back to work. From what I see going on in Goma, everyone can come and work in DRC. Even foreigners can come and start working there. Before, anyone could stop you, rob you, beat you, demand money. But now, we can travel much more easily. The security is better. There has been talk of peace, but no peace talks yet. So Goma's banks remain closed and petrol pumps remain empty. People living and working on both sides of the border say economic recovery remains slow. At the border, people will tell you that the situation now is far better than it was 2 months ago at the height of the fighting. The crossing is operating normally once again. Rwandans and Congolese are able to move freely back and forth as usual, and we've seen a free flow of all kinds of goods moving in both directions. Some here say their daily lives are more connected to Rwanda than to their leaders in the Congolese capital, Kinshasa. Perhaps a response to the chronic crisis of governance in the Congo.
As simple people, we do not know a lot about politics, but what we can say is now we are good. We can tell the world, leave us how we are now. We need to continue in the same way now. We don't need to keep losing our relatives. The conflict in eastern DRC is deeply complex, but what Congo's long-suffering people say they want is simple. We are enjoying the security, but what we need the most is peace. What we want is to understand each other and, if possible, to be united. Rwandan and Congolese lives straddle this border. Communities bound by proximity, navigating uncertain times. Their fates inevitably intertwined. Zain Basravi, Al Jazeera, the Rubavu-Goma border crossing. L'Angola jette l'éponge. Le pays a annoncé lundi la fin de son implication dans la recherche d'une issue pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Luanda justifie sa décision par la nécessité de se consacrer plus largement aux priorités générales définies par l'Union africaine. João Lourenço assurant la présidence tournante de l'UA depuis 2 mois. Un clap de fin sur fond d'échec donc pour l'Angola, alors que dès le départ, João Lourenço avait réussi à mettre Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour d'une même table. Mais des écueils ont plombé la médiation. La première négociation directe prévue le 18 mars à Luanda entre le M23 et Kinshasa avait échoué, alors que Félix Tshisekedi et Paul Kagame disputaient le même jour à Doha au Qatar, prenant la médiation à contre-pied. Mais ce retrait intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La Commission de l'Union africaine doit désormais trouver le pays qui succédera à l'Angola dans le rôle de médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda. La mort de ce chef rebelle suscite de nombreuses interrogations. Esdras Dikoumana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Journaliste au service Afrique de RFI, Sylvestre Mudachumura était le chef des forces démocratiques de libération du Rwanda, groupe armé formé par des acteurs clés du génocidaire de 1994. La question d'Herman, elle est pertinente. Cela faisait maintenant 25 ans que ce chef rebelle et ses hommes se cachaient dans l'est de la RDC. Concrètement, comment l'armée congolaise a-t-elle pu le localiser? En fait, c'est ça la question. On ne sait pas exactement comment cela s'est passé et l'armée congolaise a donné très peu de détails. Son porte-parole, le général Léon Richard Kassongo, s'est contenté d'expliquer que, il y a eu une unité spéciale qui les a localisés et qui les a neutralisés. Cela se serait passé dans la province du Nord Kivu, c'est dans le nord-est du pays. Plus précisément, dans le groupement de Bouito, c'est à une soixantaine de kilomètres au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Oui, en tout cas, il y a toujours de nombreuses zones d'ombre autour de ce qui s'est concrètement passé. Il y a plusieurs versions qui circulent, Esdras. Oui, alors la première version, elle est apparue juste au moment où on a annoncé la mort de Mudachumura. Et cette version est véhiculée notamment par la société civile congolaise, par des spécialistes de l'Est congolais, qui expliquent que le général Guidon, qui est le chef de la milice du NDC rénové, que ces hommes auraient participé à la traque des FDLR depuis plusieurs jours. Donc il y a vraiment plusieurs sources qui en parlent. Alors le problème, c'est que c'est très embarrassant pour le pouvoir congolais, parce que ce général est recherché par la justice congolaise. Et donc le porte-parole de l'armée congolaise s'est empressé de nier en assurant que il n'y avait que vraiment l'armée congolaise dans cette opération. Et puis il y a une autre version, celle donc qui affirme que peut-être il y aurait eu une participation des services de renseignement militaires du Rwanda. Oui, exactement. Et ce sont des sources sécuritaires congolaises, des services de renseignement qui en parlent. Ce sont des spécialistes aussi de l'Est congolais qui en parlent. Ils assurent que l'opération a été menée conjointement par des éléments des services de renseignement congolais et des services de renseignement rwandais. Comment est-ce que ça se serait passé? Eh bien, les services rwandais auraient infiltré depuis longtemps les FDLR, selon cette même source. Donc, ils ont donc, grâce à leur renseignement, ils ont pu savoir qu'il y avait une réunion du haut commandement des miliciens du FDLR qui devait se tenir à cet endroit précis avec donc tous les leaders du mouvement pour se choisir un nouveau leader politique, parce que l'ancien leader est mort en Allemagne. Ignace Muigwana Chaka est mort en avril en Allemagne. Alors,
donc ils ont contacté les Congolais. Donc les services de renseignement rwandais auraient contacté leurs collègues congolais pour leur dire, voilà, nous avons localisé ces gens, vont se réunir tel jour, à tel endroit, et ils auraient monté une opération commune. Il faut savoir que les relations entre les deux services ont repris de plus belle depuis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi. Les relations sont vraiment très bonnes, et donc ils ont coopéré. C'est donc, selon ces sources, alors, ils auraient monté une opération et auraient donc surpris Muda Chumura avec 3 de ses lieutenants qui ont été tués. Alors il y en a un qui a échappé, le major général Pacifique Naunguka, qui est surnommé, qui est un des principaux, qui était le second, qui était l'adjoint de Muda Chumura. Celui-ci a pu passer entre les mailles du filet et ce week-end il a été désigné comme le remplaçant de Muda Chumura à la tête de ce mouvement.